Bienvenue à mon tool in action. Donc, comment utiliser les flux réactifs, c'est bien, les tester et les débugger, c'est mieux. Donc, c'est la dernière séance de la journée. Donc, c'est vraiment la dernière ligne droite. Moi, je m'appelle Julien Sadaoui, je suis consultant chez Hippon Technologies. Tout ce qui est autour des technologies Java, Spring, Hibernate. Donc, chez Hippon Technologies, je suis responsable du pôle formation. Et donc, en tant que responsable, je donne des formations principalement sur les formations Spring et Hibernate, et aussi des petites formations sur Eric Java et Reactor, depuis la sortie de Reactor avec le Spring 5. Et à côté de ça aussi, je suis développeur Java, donc voilà, j'adore Java, et donc j'essaie de découvrir des nouvelles choses autour de Java. Donc là, je vais faire un petit peu de publicité pour ma société, hein, ça va être très rapide. Donc moi, je travaille pour Hippon Technologies, on recrute. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le stand d'Hippon, qui est ici aujourd'hui, ou le stand G-Hipster. Donc maintenant, on va aborder réellement le sujet. Donc là, aujourd'hui, on va tester et débugger des flux réactifs en Java sur deux librairies. Donc on a une librairie qui est Eric Java, donc la librairie historique pour faire de la programmation réactive en Java. Donc Eric Java, c'est une librairie qui a été écrite par Netflix de base, qui venait en fait d'une implémentation des RX extensions par rapport à ce qui a été fait chez Microsoft. Et cette version, aujourd'hui, on en est à la version 2. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eric Java n'est plus n'est plus piloté par Netflix, mais le projet a été open sourcé. Et à côté de ça, on a une deuxième librairie qui est Reactor, donc un projet qui est piloté par Pivotal et qui est le socle de Spring 5. C'est-à-dire que toute la partie de programmation de réactif dans Spring 5 est basée sur le projet Reactor. Et donc, ces librairies, c'est des librairies pour manipuler des flux de données de manière synchrone ou asynchrone. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces librairies nous permettent de manipuler des données, mais ça peut être à la fois synchrone ou asynchrone. Donc, comment ça se passe? Donc, l'anatomie d'un flux. Donc, en fait, on a un publisher qui va être un producteur de données et un subscriber qui va être un consommateur, donc qui va consommer les données. Et entre le publisher et subscriber, on va avoir des opérateurs qui vont en fait être des éléments qui vont altérer notre flux, transformer notre flux et propager des changements. Donc le subscriber, ce qu'il va faire, c'est qu'il va souscrire à l'opérateur et chaque opérateur va souscrire les uns à la suite des autres jusqu'au producteur final de données, donc le publisher. C'est lui qui va générer les données. Le publisher va générer les données. Donc chaque donnée va passer par un opérateur qui va être en fait à la fois consommateur de données, mais aussi de producteur de données. Donc là, on voit que l'opérateur filter, il nous filtre juste les données, et l'opérateur malp nous transforme les données. Et enfin, ça arrive au subscriber. Donc on va avoir une chaîne d'opérateurs qui va altérer les données au cours du flux. Et tout ça, bien sûr, va se faire sous différents threads. Donc on va avoir plusieurs threads qui vont intervenir dans ce traitement, qui vont être possibles. Et donc les librairies Eric Java et Reactor nous permettent de switcher de ce thread. Donc qu'est-ce que ça nous permet de faire les opérateurs? Ça nous permet de faire de la composition d'opérateurs. C'est utile pour manipuler, transformer et combiner les flux de données. On en a plein. Donc en fait, on a plein de choses qui peuvent altérer notre flux. Et j'aime bien cette image-là, hein, cette image qui a été mise sur Twitter. En fait, il se passe plein de choses et puis à la fin, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc ça complexifie les choses pour tester. Et deuxième chose, on va tester et débugger dans un mode asynchrone. Donc il faudra à la fois prendre en compte tous les opérateurs qui vont transformer notre flux de données, mais on va aussi devoir prendre en compte le fait que notre flux de données va être manipulé, va être transformé dans différents threads. Donc comment ça se passe au niveau des tests? Les mauvaises pratiques, donc là j'ai mis le feu. Hein. On peut mettre le feu à la baraque en fait dans nos tests. On peut avoir des tests qui ne sont pas prédictibles. Typiquement, en termes de mauvais tests, on a un chemin classique. Donc là on a un observable qui va en fait, un observable c'est un producteur dans Eric Java qui va produire des données. On va avoir différents opérateurs qui vont transformer nos données. Et classiquement, ce qu'on va faire quand on va tester, on va se dire, en fait, je vais souscrire à ce flux-là.
et je vais ajouter les éléments les uns à la suite des autres. Donc ça marche très bien, seulement si le flux est exécuté dans le thread courant. Ça veut dire que si on souscrit au flux et qu'au cours du traitement du flux, quand je vous ai montré dans le diagramme, on ne switche pas de thread, ça marche très bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a un opérateur qui va passer sur un autre thread? Donc typiquement, l'opérateur intervalle range est un opérateur de création qui va émettre des valeurs de manière périodique dans le temps. Et pour faire ça, en fait, Eric Java va utiliser un scheduler. Donc, il va utiliser un autre thread pour gérer les données. Ce qui veut dire qu'au moment du subscribe, vous allez souscrire sur le thread courant. À un moment dans votre flux, on va vous rendre la main. Et les données qui vont arriver à l'intérieur du résultat, là, dans votre lambda, sera fait dans le thread du producteur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On crée un flux sur un autre thread. Et ben, on a un échec du test, l'opérateur intervalle range change de thread. Les vérifications sont faites trop tôt. Et en plus, on a un test non déterministe parce qu'en fait, on va pouvoir avoir des erreurs qui ne sont pas les mêmes entre chaque test parce qu'ils vont évoluer dans le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire on va bloquer les traitements. On va utiliser une méthode dans Eric Java qui est le blocking iterable qui bloque le traitement. Le problème de ça, c'est qu'on bloque le thread courant. Et deuxième chose, c'est qu'on ne va pas être capable d'évaluer tous les événements qui sont dans le flux. Typiquement, on ne va être pas capable de dire est-ce que mon flux il est réellement fini, est-ce que j'ai une erreur. Si j'ai une erreur, en fait, je ne vais pas être capable de la traiter, et ainsi de suite. Et on a aussi une autre mauvaise pratique qui va être d'utiliser l'API Java concurrente. Donc là, en termes de synchronisation, dans le cas où on reçoit tous les éléments sans erreur, notre test passera. Par contre, si jamais on a une erreur, on ne va pas être capable de dire par exemple, combien j'ai eu d'événements qui sont arrivés avant d'avoir mon erreur. Donc, et surtout, c'est un autre appel bloquant. Donc là, on commence à être un perplexe avec cette librairie. On se dit, qu'est-ce que je vais faire de cette librairie? Parce que j'essaie de la tester, mais j'y arrive pas. Ça devient très compliqué à la tester. Donc en fait, les librairies telles que Eric Java ou Reactor nous permettent de tester un flux. Donc dans Eric Java, on a deux classes pour tester un flux. On a le test subscriber et le test observer. Alors pourquoi on a deux classes? Parce qu'en fait, dans Eric Java 2, on a deux types principaux d'objets pour émettre des flux en tant que producteur. On a le flowable et l'observable. Alors pourquoi on a ces deux types? Parce qu'en fait, il y en a un qui est reactive stream. Donc, reactive stream, c'est une spécification qui vise à produire un standard entre les librairies réactives, et un autre qui est observable, qui est en fait le type historique de Eric Java. Et donc là, la différence entre les deux, typiquement, c'est que observable ne supporte pas la back pressure. Donc on va voir ça dans les slides suivants. Donc ces deux classes, en fait, c'est des subscribers, donc, qui vont nous permettre de tester un flux au moment de l'émission des événements. Donc ça, c'est vraiment important de prendre ça en compte parce qu'on verra que dans Reactor, c'est une autre manière de faire. Donc on va avoir des méthodes qui vont nous permettre dans le flux de tester les différents événements qui arrivent, donc les différents flux de données qui arrivent dans notre flux, tester que notre flux s'est bien terminé, mais on va pouvoir aussi tester les trous et les erreurs. Donc, comment ça se produit au niveau du code? Donc ici, on a un flux de données qui va nous émettre des événements et des opérateurs qui vont nous permettre de les transformer. On va avoir l'opérateur test qui va souscrire au flux. Donc cet opérateur, dès qu'on l'appelle sur un flux, ça va souscrire au flux et ça va nous retourner un test observable. Le fait de souscrire au flux, ça va nous automatiquement déclencher l'envoi de données. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, si on est en événement dans un flux synchrone, toutes les données sont disponibles. Donc on va pouvoir tester les valeurs, le nombre de valeurs, tester l'intégralité des valeurs. Donc là, il faut bien faire attention avec cette méthode, il faut vraiment tester l'intégralité des méthodes. Parce que comme on a déjà souscrit au flux, toutes les données sont présentes. On va pouvoir tester les valeurs qui ne sont pas présentes dans notre flux et tester que le flux est bien terminé.
Donc là, vous voyez qu'on peut tester un ensemble d'événements au niveau du flux. Donc sans utiliser l'opérateur test, vous pouvez directement injecter une instance de la classe testObservable dans le subscriber, comme je vous ai dit que c'est un subscriber. Donc test et back pressure. Donc la back pressure, ça va être un mécanisme qui va permettre de dire au producteur que le consommateur n'est pas capable de recevoir l'intégralité des données. Ça permet de contrôler le flux. Donc comment ça se passe? Donc quand on n'utilise pas la back pressure, donc dans un mode où on push les données, on a un publisher et un subscriber. Le subscriber va demander d'émettre autant d'éléments que possible. Le publisher va émettre des données que le subscriber ne sera pas capable de traiter dans le temps. Et au bout d'un moment, le subscriber ne pourra plus traiter les données parce qu'il sera arrivé d'être submergé. Donc l'idée de la back pressure, c'est de pouvoir tester les données, enfin pouvoir demander des données au fur et à mesure. Donc typiquement là, on va demander 2 éléments. Ensuite, on peut demander 0 élément, 4 éléments et les traiter au fur et à mesure. Donc ce qui veut dire que là, le subscriber, il ne va pas forcément recevoir toutes les données. En fait, dans les librairies réactives, on a des stratégies pour dire s'il y a un ensemble de données que je n'ai pas reçues, est-ce que je les supprime, est-ce que je les mets dans un buffer, est-ce que je récupère la dernière donnée. Donc au niveau des tests, on va pouvoir jouer avec la back pressure. Donc là, c'est qu'avec le type Flowable en Eric Java, parce que les autres types Eric Java ne supportent pas la back pressure. Donc ici, on va demander au départ une souscription avec une demande initiale de 0 élément. Donc là, c'est vraiment important de mettre 0 élément, parce que si vous ne mettez pas de nombre dans cette méthode, il va demander tous les éléments du flux. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser la méthode requestMore pour demander l'émission de n éléments. Donc là, typiquement, on va demander l'émission de 4 éléments. On va vérifier que le flux n'est pas terminé. Et enfin, on va redemander 4 éléments et on va vérifier l'intégralité du flux. Alors là, c'est important, c'est comme je vous ai dit que la méthode test, ça souscrivait les données étaient envoyées. En fait, Eric Java garde l'intégralité des données, donc là, il faut revérifier l'intégralité des données. Et ici, on voit que 4 et 4, ça ne fait pas 7 éléments. En fait, la 8e demande, c'est l'événement de fin. C'est-à-dire que si on fait 7, on aura l'envoi de 7 données, mais on n'aura pas l'événement de fin, et donc notre flux ne sera pas terminé. Donc c'est pour ça qu'on a mis 4 et 4, 8. Donc là, c'est bien beau, mais pour le moment, vous allez me dire, en fait, là, c'est que du traitement synchrone. Donc comment on va faire pour gérer du traitement asynchrone avec Eric Java? Donc dans Eric Java, pour gérer les tâches asynchrones, on a ce qu'on appelle la notion de scheduler. Donc c'est ce que je vous ai montré dans le diagramme. Ça va permettre de permuter un thread au cours du traitement. Typiquement, on va faire un appel distant qui prend du temps. On va demander à Eric Java, sur cet appel distant qui va me produire des données, switch-moi ça sur un autre thread qui va être bloqué au cours du traitement pour que moi, ça me laisse le temps de faire autre chose. Donc pour ça, on a différents schedulers. On a le scheduler I/O, donc typiquement pour les appels distants, pour les appels bloquants, d'écriture sur disque, d'appels en base de données, d'appels réseau et ainsi de suite. On a un scheduler pour la notion de calcul, donc pour tout ce qui est traitement rapide. Alors la différence entre ces deux-là, typiquement, c'est que le I/O, c'est un pool derrière, c'est des pools de threads. Donc le I/O, c'est un pool de threads qui va grossir au fur et à mesure en fonction de la demande. Alors que le deuxième qui gère au niveau de la calcul, c'est un pool de threads fini. C'est-à-dire que si vous avez un pool de 4 threads et que les 4 threads sont occupés par des traitements longs, et toutes les autres tâches seront en attente derrière. Donc attention à quand vous utilisez les schedulers, d'utiliser le bon type de scheduler pour ne pas bloquer votre appli. Et donc au niveau des tests, on a ce qu'on appelle le test scheduler qui virtualise et manipule le temps. Donc en fait, on va pouvoir virtualiser et manipuler le temps dans nos tests et aussi déclencher des tâches qui sont gérées par un scheduler. Donc en fait, le test scheduler va remplacer nos schedulers dans nos flux réactifs. Donc il y a 2 méthodes pour manipuler le temps dans le test scheduler. On a la méthode Advanced Time To qui permet d'avancer le temps par rapport à un point d'origine.
Donc typiquement, si on avance de 10 secondes, on va avancer de 10 secondes sur le point d'origine. Si on rappelle 20 secondes, on va avancer de 20 secondes sur le point d'origine. Mais attention, cette méthode, si on rappelle de 10 secondes, comme on avance sur le point d'origine, eh ben, en fait, on va reculer dans le temps. Donc, dans nos tests, on risque d'avoir des problèmes. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser plutôt la méthode Advanced Time By qui va avancer dans le temps par rapport à la dernière position connue dans le temps. Donc, typiquement, si on reprend notre exemple, on avance de 10 secondes au départ, et que la deuxième opération, on avance de 20 secondes, on va avancer 20 secondes par rapport aux 10 secondes de départ, et donc on sera à 30 secondes. Donc attention à l'utilisation des deux méthodes, et surtout de la première. Donc comment ça se passe avec Eric Java pour utiliser le test scheduler? Donc là, typiquement, je reviens sur un flux où on va avoir un flux qui va générer des données et qui va fusionner. Donc on va utiliser l'opérateur zip. L'opérateur zip, ça permet en fait de merger deux flux via une fonction de transformation. Et donc le deuxième flux émet des valeurs à intervalles réguliers. Donc si on le testait tel quel, dans nos tests unitaires, il faudrait avoir des éléments de synchronisation. Donc ici, on va s'injecter un test scheduler pour remplacer le scheduler par défaut. Ce qui veut dire qu'en fait, par défaut, si jamais dans vos flux réactifs que vous avez utilisés dans vos classes, vous ne faisiez pas en sorte de rendre vos schedulers, l'injection de vos schedulers possible, en fait, ça va être très difficile de tester vos flux. On va avancer dans le temps de 20 secondes, donc on va pouvoir tester des valeurs et réavancer dans le temps. Donc en fait, cet utilitaire nous permet de vraiment bien tester tout ce qui est des flux qui travaillent dans le temps. Donc tester avec des schedulers utilisés explicitement dans le flux, bah ça, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit précédemment qu'on pouvait changer de thread au cours du temps. Donc là, typiquement, j'ai un flux qui va appeler une librairie, qui va utiliser une librairie pour récupérer des données sur GitHub. Et au niveau du subscribe on, je lui dis, bah, au niveau de la souscription, tu vas me changer de flux. Comme ça, quand tu vas faire l'appel à GitHub, tu seras dans un thread qui sera différent du mien. Et ça ne bloquera pas tout mon process de traitement. Donc là, j'utilise un opérateur pour changer de thread. Et comment on va pouvoir le tester? En fait, on va injecter le scheduler au niveau de cet opérateur à la place de celui-là que j'avais dit. On va souscrire au flux et on va utiliser la méthode trigger action pour déclencher le traitement qui était géré dans un autre scheduler. Donc là, ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'en fait, si vous ne rendez pas vos flux personnalisables, typiquement si le bout de code observable qu'on voit était mis dans une classe où on ne pouvait pas changer de scheduler, et ben en fait, on serait obligé de garder le scheduler courant et on pourrait pas tester. En fait, si on pourra tester avec des flux, mais sans contrôler le scheduler, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va être obligé de faire un blocage dans notre test. Donc, si vous avez une classe où vous ne pouvez pas modifier le scheduler, ça peut arriver, vous allez être obligé d'attendre que le traitement est terminé. Donc maintenant, on va passer à Reactor. Donc la librairie Reactor, et on va parler du projet Reactor Test. Donc dans Reactor Test, il y a deux classes importantes, la Step Verifier pour tester un flux en déclarant les événements attendus. Donc là, on verra qu'on va plutôt déclarer les événements avant de déclencher le flux, alors que dans Eric Java, c'était l'inverse. On déclenchait le flux avec la méthode test et après on testait les éléments qui arrivaient dans le flux. Et la deuxième classe qui est le Virtual Time Scheduler, qui est en fait un scheduler très proche du test scheduler pour manipuler le temps et l'horloge. On verra que ça remplace ces schedulers associés au flux. Donc comment fonctionne la classe Step Verifier? Ici on a un flux qui va générer des valeurs. On va créer le Step Verifier.
Et le step verifier va nous fournir des méthodes pour décrire ce qu'on veut dans notre flux. Donc là, typiquement, on peut lui décrire les valeurs qui sont émises dans le flux. On va pouvoir décrire le fait que notre flux est terminé. Et ensuite, la méthode verify déclenche la souscription au flux. Donc là, on voit que c'est un peu différent d'Eric Java, parce que dans Eric Java, c'était plutôt l'inverse. Dans Eric Java, on souscrivait au flux et ensuite on testait les éléments. Là, dans Reactor, on va plutôt décrire les événements qui sont attendus et souscrire au flux. Donc, tester un flux qui émet à intervalles réguliers. Alors, dans Reactor, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la méthode virtualTime. Et dedans, on va lui déclarer dans un supplier notre flux. Et tous les flux qui sont déclarés à l'intérieur, en fait, Reactor va être capable de remplacer les schedulers de manière automatique, sans qu'on ait besoin de les injecter. Alors là, c'est vraiment important, c'est surtout ne déclarez pas votre flux dans une variable en dehors et la mettre dans votre supplier. Là, ça ne marchera pas. Il faut vraiment déclarer votre flux à l'intérieur de cette lambda. Et ensuite, vous allez pouvoir attendre un certain nombre de secondes avant de pouvoir tester des éléments. Vous pouvez aussi dire, typiquement, durant une journée, je n'ai pas d'événements qui vont arriver. Et enfin, vous pouvez annuler la souscription. Donc, typiquement, sur les flux infinis, comme le flux qu'on a là en exemple, on peut annuler le flux. Donc là, on voit qu'on peut vraiment tester de manière beaucoup plus complète nos flux avec ces méthodes. Donc débloquer un flux réactif. Donc là, on a vu essentiellement du test. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est débugger nos flux. Donc débugger en fait des flux réactifs, c'est assez pénible. Quand on a une erreur, on a ça. Donc quand on voit ça, tout de suite, ça nous fatigue forcément. Et donc, le framework qui s'en sort vraiment le mieux, c'est Reactor. Parce que dans Reactor, c'est nativement intégré le fait de pouvoir gérer le débugage. Donc, en fait, on a un hook où on va appeler une méthode onOperatorDebug qui va activer le debug pour des opérateurs sur toute l'appli. Donc, typiquement, ici, on a un flux où on va lui fournir un mauvais projet GitHub. Donc forcément, on va avoir une erreur. Et quand on souscrit, en fait, il va pouvoir nous donner une erreur plus complète en nous indiquant sur quel opérateur il y a une erreur. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet, en fait, derrière de pouvoir débugger beaucoup plus efficacement nos stack traces. Par contre, l'envers du décor, sur cette partie-là, c'est qu'en termes de performance, il est obligé de garder en mémoire le contexte d'appel des différents opérateurs. Donc, ce qu'il nous propose à côté, c'est le fait d'utiliser un label qui sera plus performant. Par contre, il faudra le mettre directement dans notre code et ce label va pouvoir nous afficher un message. Donc, typiquement, si on a une erreur sur le flat map ici, il va être capable d'enregistrer le dernier checkpoint avant l'erreur. Et donc nous, ça va nous permettre dans notre flux de pouvoir remonter les erreurs et être capable de déterminer à peu près à quel point nous avons une erreur dans notre flux. Sur la partie Eric Java, sur Eric Java 1, il y avait des extensions qui fonctionnaient pour débugger des flux réactifs en Eric Java 1. Par contre, en Eric Java 2, ce n'est pas nativement supporté, mais il y a un projet qui est développé par un des développeurs qui a fait Eric Java 2, où on peut utiliser aussi des utilitaires pour débugger nos applis.
Par contre, Reactor, c'est vraiment, lui, il gère vraiment de manière native le debug de nos stack traces. Et merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions particulières, si? Si. Il y a le micro. Ouais. Pour Reactor, donc. Oui, merci déjà. Ouais. Pour la partie debug, donc là avec Reactor, on peut mettre checkpoint pour avoir une étiquette sur l'opérateur qui a planté. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir aussi l'opérateur qui a planté et le contenu du flux à ce moment-là, quoi? Ah non, ça, j'ai pas poussé plus loin cette partie-là. Parce que le truc, c'est par rapport à ça, c'est ça? Oui, par exemple, je me dis, pour débugger, ce qui serait bien, c'est d'avoir dans la stack, enfin, je sais pas, une possibilité de mettre l'endroit où ça a planté. Donc là, l'étiquette, c'est ça, et d'avoir le contenu du flux, D'accord, ok. enfin, je sais pas. Alors, ça, on peut l'avoir dans Reactor. Par contre, il va falloir en fait pouvoir analyser votre stack trace. Typiquement, c'est aussi ce qu'on avait au niveau de la librairie, en fait, l'extension de Eric Java 1, où on pouvait avoir du contenu plus personnalisé en fait, des messages de notre flux. Voilà. Non, c'est bon. Bah, merci à vous. Hein.